Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. En cette semaine de l'amour, Laurence Coutu-Paquin nous fera découvrir un organisme au grand cœur, l'Umivie, qui accompagne les gens en phase terminale et leurs proches dans leur dernier droit de vie. Connaissez-vous la Maison Lester? Elle accueille depuis 1992 des femmes victimes de violences et leurs enfants. Notre critique cinéma, Nicolas Vincent Poirier, décernera-t-il 3, 4 ou 5 étoiles au film Seul sur Mars, maintenant disponible en DVD et en ligne? En parlant de Mars, il sera beau et chaud si l'on se fie à la programmation à venir de la salle André-Mathieu et la Maison des Arts. On va vous parler de deux arts. Un art qui se danse, la capoeira avec notre chroniqueuse Valérie Gendron, et l'autre en studio avec le président du groupe sportif karaté, Marcelin Quentin, qui offre aux ces jeunes et à ses élèves d'être rien de moins que les héros de leur propre vie. L'édition de la semaine du 14 février 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de l'Umivie, un organisme à but non lucratif qui aide les gens dans le deuil. Et on s'entretient avec Carole. Bonjour Carole, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Un peu nerveuse, mais ça va bien. Vous allez voir, ça va bien aller. Moi, je veux savoir, c'est sûr que c'est un organisme qui aide des personnes en deuil. Oui. Mais comment on s'y prend? Quel genre d'approche vous avez avec ces personnes-là qui vivent dans le deuil? Mais comment nous rejoindre? D'abord, nous appeler. Vous pouvez passer directement par nous. C'est beaucoup de bouche à oreille. On a un site Internet, on a un site Web. Le réseau de la santé aussi nous réfère beaucoup. Soit un domicile en fin de vie ou... Puis vous, les personnes qui vous appellent, qui vous disent, moi, j'ai besoin d'aide, vous les prenez individuellement pour commencer? Oui, toujours. En fait, je fais une évaluation. On les reçoit. Je les rencontre, voir si le deuil vient d'arriver ou si ça fait déjà 1 an ou 2 ans. Ça dépend. Parce que nous, c'est surtout des groupes de deuil basés sur Montbourquette. Okay. Alors, c'est des groupes fermés de 6 ou 7 personnes. C'est gratuit, sauf des frais d'inscription de 30 $. Puis c'est sur une session de combien de temps? 11 rencontres. Alors, si, exemple, il y a un nouveau groupe qui commence aujourd'hui, cet après-midi, alors ça va être de 13h à 16h pendant 11 lundis consécutifs. À moins qu'il y ait des fêtes, là, comme Pâques. Dans ces moments-là, on allonge d'une journée. Puis les intervenants, intervenantes, parce qu'on s'entend que le deuil, c'est quelque chose de très délicat. Bien sûr. On ne met pas n'importe qui pour parler de ça, avec des personnes qui sont très fragiles. Ça vient d'arriver la plupart du temps. Puis s'ils ont besoin d'aide, de consulter, c'est parce que c'est un petit peu plus grave qu'à l'habitude. Comment vous arrivez à recruter ces personnes-là qui viennent parler et aider ces gens-là qui en ont besoin? Bien là, nous, on a 4 accompagnateurs. C'est pas la thérapie qu'on fait, hein. C'est du support. C'est les gens en deuil ont besoin d'être écoutés, entendus, et ont aussi besoin de communiquer avec d'autres endeuillés. Parce que c'est ce qu'on me dit souvent à Carole, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Puis il y a des gens qui vivent à peu près la même chose que moi. Puis il y a des gens, moi, je vais dire, ben moi, ça me fait du bien. Bien, l'autre va dire, ben je vais l'essayer, peut-être que moi aussi. Fait que le partage dans un climat de confiance, hein, ce qui se dit là reste là, c'est bien important, dans le respect. Puis on n'est pas là, personne ne juge, puis aucun conseil. On n'est pas là pour donner des conseils. Vous donnez pas de les conseils. endeuillés non plus, on leur demande, on ne donne pas de conseils. Qui suis-je, moi? Chaque deuil est unique. OK. La relation était unique avec la personne qui est décédée. Nous sommes uniques, on a chacun nos couleurs. Alors, c'est pas parce que moi, ma sœur pleurait tout le temps à la mort de mon père et que moi, je pleurais pas, que mon deuil est moins souffrant. Non, pas du tout, non, c'est ça. C'est différent. Ouais, ça, c'est super important. Puis après les 11 rencontres, si les gens ont besoin d'être accompagnés encore, on peut les référer à des travailleurs sociaux, à psychologues. On travaille beaucoup avec le CLSC. Puis, à partir de quel âge les enfants, autant que les adultes, peuvent faire Bien, les partie? groupes adultes, c'est 11 rencontres. En fait, les enfants, on fait de l'accompagnement aussi, c'est différent. C'est une formation qu'on a fait, moi j'ai fait à Deuil Jeunesse. José Masson, qui est travailleuse sociale, qui a créé Deuil Jeunesse il y a quelques années. Alors, c'est des groupes, 4, 5, 6 enfants. Ça commence à 5 ans. OK. Jusqu'à 17 ans. Puis relativement très jeune aussi, là, pour un deuil. 5 ans, c'est un bon âge, quand même. Oui, c'est ça. Puis on passe beaucoup par le jeu,
par les dessins, parce qu'un enfant, ça parle moins. Hein, on ne va pas les chercher nécessairement par la parole, mais plus par le jeu. C'est aussi tellement beau à voir un jeune qui... Tu sais, je viens de finir un groupe où il y était 4 jeunes filles, là. Puis il disait « Oh, Carole, je veux pas que ça finisse parce qu'il aime ça, parce qu'il voit qu'il y a d'autres jeunes aussi qui vivent la même chose. » Parce que c'est vrai, hein, en deuil, on pense toujours qu'on est un peu tout seul là-dedans, puis on se renferme, ce qui est sûrement pas la bonne chose à faire. Non, non. Ou peut-être pour certaines personnes, mais en général, c'est pas la bonne chose à faire. C'est sûr que s'isoler, ça fait que le processus du deuil peut être long. C'est ça. C'est tout le temps, non, mais il y a des moments où on a besoin d'être seul, c'est correct, mais de ne pas rester tout seul avec notre souffrance. C'est important de pleurer avec d'autres aussi, puis de partager. Ça fait combien de temps que ça existe, cet organisme-là? L'UMIVI existe depuis 25 ans. Puis vous, ça fait 4 ans que vous travaillez? Ça va faire 4 ans. Pour eux. Puis d'où est partie l'idée? Tu sais, je veux dire, des psychologues, il y en a, ça, il y en a pour aider les gens qui ont n'importe quel problème. Là. Mais qu'est-ce qui vous a... Genre, vous êtes dit, bien, pas vous personnellement, là, mais les personnes qui ont parti ça, de se dire, bien, moi, j'ai le goût de former des groupes pour non seulement pas donner de conseils, mais juste être là pour les écouter. Tu sais, c'est pas. Bien, je pense que. Non, bien, il y a la Maison Montbourquette qui existe déjà à Montréal. Nous, on fait un peu la même chose à Laval. De toute façon, on travaille ensemble beaucoup. D'où c'est parti, ces 3 personnes. Cofondateurs qui ont vu un besoin à Laval de gens qui, probablement, qui avaient vécu des deuils aussi, puis qui avaient besoin de partir ça pour partager, parce qu'il n'y en avait pas à Laval de groupes comme ça. Puis est-ce qu'il y a souvent de vos clients, je peux appeler ça comme ça, des personnes qui ont eu recours à vos services, qui sont par la suite devenus bien oui, il y en a beaucoup, des bénévoles, bien sûr. Ça doit être tellement plus avantageux pour vous d'avoir ces personnes-là qui sont passées, qui connaissent le cheminement, puis ensuite qui le transmettent. Notre présidente, d'ailleurs, actuelle, est arrivée chez l'UMIVI d'abord pour le deuil de son mari. Ah ouais. Ensuite, elle est devenue bénévole, elle a fait des groupes de deuil, elle en fait un d'ailleurs, et elle s'est impliquée au niveau de l'administration. On offre, nous, les bénévoles chez nous doivent faire une formation de 45 heures. OK. On offre ça 2 fois par année, c'est 100 $ les frais d'inscription. C'est 45 heures. C'est donné une partie par une infirmière en soins palliatifs et l'autre partie, c'est moi qui la donne au niveau de la relation d'aide et de l'écoute active. Ensuite, on a bien sûr les gens qui veulent continuer à devenir bénévoles chez nous. On fait une enquête policière. Hein? Et puis, on voit si les personnes sont vraiment outillées pour... parce que, comme vous le disiez tantôt, ça prend une sensibilité, puis ça prend des gens qui ont fait un travail de deuil d'abord et qui n'ont pas peur de leur propre mort. Si on accompagne quelqu'un en fin de vie, puis qu'on n'est pas capable de l'écouter puis de le prendre où il est, parce que c'est pas tous les gens qui sont en fin de vie qui sont prêts à mourir. Non. Mais non. Hein? Fait que c'est pas de les forcer, c'est de leur dire, bien là, il faut que tu apprennes, là, il faut que tu meurs en paix. Ça fonctionne pas comme ça. Alors, c'est de les accompagner avec douceur, avec empathie, dans leur chemin à eux autres, sans tenter de les changer de place. Puis on sait que si on a besoin, justement, de parler à quelqu'un, d'avoir recours à vos services, vous avez une page Facebook, un site Internet aussi qui est... Site Internet, je ne sais pas par cœur, www.lumivi.com. De toute manière, ça va être juste à mettre l'UMIVI dans un mot, là, puis ça nous emmène Génial, aussi. sur Facebook aussi. Donc, merci infiniment d'être dans le studio. Ça me fait plaisir. Si l'on se fie aux plus récentes statistiques qui datent de 2008, bon an, mal an, il y a quelques 17 000 infractions au code criminel reliées à un contexte conjugal et la majorité de ces actes criminels le sont envers des femmes. Nos 2 prochaines invitées sont justement intervenantes dans ce domaine. Elles sont de la Maison Lester. Il s'agit de Émilie Aubertin. Bonjour, Émilie. Et Stéphanie Saint-Laurent. Bonjour, Stéphanie. L'historique de la Maison Lester, ça date de quoi? 1992? Exactement. Ça a été ouvert à Saint-Eustache en 92. Puis, les années avançant, regardant les besoins étaient plus présents où? On a déménagé en 95 à Laval. Et c'est une vraie maison, la Maison Lester? Oui, c'est une maison typique, normale. Donc, les femmes se sentent accueillies chaleureusement dans la maison. Ils ont chacun leurs espaces, leurs chambres. On peut aussi accueillir les femmes avec leurs enfants? Oui, effectivement, les femmes et enfants qui sont admis chez nous. Bon, des maisons comme celle, la Maison de Lester, il y en a partout au Québec, mais la vôtre, qu'est-ce que vous essayez de donner à votre clientèle?
On a plusieurs services. C'est sûr qu'il y a l'hébergement d'urgence quand les femmes sont en danger, se déplacent chez nous. On offre aussi l'externe. Donc, les femmes qui ne sont pas nécessairement hébergées peuvent venir rencontrer une intervenante, soit pour des démarches légales qu'ils ont à faire, ils ont besoin d'être accompagnés, ou un processus de dévictimisation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conséquences qui viennent avec la violence conjugale. Donc, essayer un peu de défaire ces conséquences-là. On prend aussi des femmes qui sont encore avec leur conjoint, quand ils sont un processus de réflexion, savoir quoi faire. Savoir si elles vont retourner ou se séparer. Exactement. Ou préparer le départ. Il y en a qui le font stratégiquement aussi. Donc, tranquillement, pas vite. Ils vont attendre que les enfants finissent l'école, par exemple, puis on va préparer ça avec elles. Fait qu'on offre ça. On offre beaucoup de services aussi de sensibilisation. On essaie d'aller dans les écoles, dans les centres de femmes, donc pour essayer de changer les mentalités de la population. Bon, justement, Stéphanie, je vais vous poser la question à vous, mais vous pourriez vous aussi y répondre. C'est quoi la différence entre un homme qui est colérique et un homme qui est violent? Pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Bien, en fait, la colère, c'est une émotion qui est propre à chaque personne. En fait, tout le monde, on peut être amené à vivre de la colère. Sauf que, dans le fond, l'intention derrière la colère ne sera pas de prendre le contrôle sur l'autre personne, ce qui est la grande différence de la violence. La personne qui utilise la violence, que ce soit physique, psychologique, verbale, économique, peu importe, en fait, va vouloir prendre le contrôle sur l'autre. Il n'y aura pas un rapport égalitaire. Donc, moi, si je suis en colère envers Émilie, par exemple, je voudrais pas lui faire peur ou je voudrais pas avoir l'intention de la contrôler avec ma colère, ce qui est la grande différence. Le mot qui ressort, c'est contrôle. C'est ça. Donc, Exactement. si quelqu'un essaie d'en contrôler un autre, là, à ce moment-là, il y a une forme de violence. Il y a une dynamique de violence conjugale, tout à fait, qui s'installe. Dans une relation où il y a de la violence conjugale, il y a aussi un cycle qui s'installe. Donc, il y a des stratégies à travers ce cycle-là aussi qu'on va voir qu'il n'y aura pas quand il y a des situations de chicane, par exemple, de couple, que là, ça va être plus de la colère expressive qu'on va voir. Dans la violence, il y a vraiment une stratégie et une intention de contrôler l'autre. Vous, ça fait quoi, 9 ans que vous êtes là, la maison? 7 ans et demi. 7 ans, 7 ans et demi. Est-ce que vous avez vu une différence? Y a-t-il une amélioration ou une détérioration au niveau de la violence conjugale envers les femmes? Je dirais que c'est que la problématique a changé avec les années. On voit que les femmes sont revictimisées et ils ont plusieurs problématiques. La violence conjugale va apporter des conséquences, par exemple, de la consommation. On va avoir des femmes aussi itinérantes, donc au niveau aussi de la précarité financière. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Exactement. Puis on voit que ça augmente de plus en plus avec les années, ça. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont multi-éprouvées. Donc de plus en plus maganées, si vous me permettez l'expression. Oui, si on peut, on le dit comme ça. Oui, sont plus maganées. C'est combien de personnes par année qui transigent ou qui passent à travers la maison Lester? Environ 100-150 personnes, là, beaucoup, incluant les enfants, là, c'est bien beaucoup. entendu. On ne peut pas appeler à la maison Lester et dire j'ai besoin d'un endroit. Est-ce qu'on doit être référé ou on peut appeler directement? On peut appeler tout à fait. Le numéro se retrouve sur notre site Internet. Ça peut être soit par les policiers aussi, CLSC. Il y a la ligne aussi SOS Violence Conjugale qui est une ligne, dans le fond, qui va référer aux maisons. Vous téléphonez, l'adresse est confidentielle. Donc, le premier point d'entrée, c'est le téléphone. On parle avec la femme. On peut faire une évaluation téléphonique. Si elle a besoin seulement de l'externe, on va l'évaluer à ce moment-là. Si elle a besoin de l'hébergement, on fait une plus grande évaluation. Bon, je marche sur un terrain un peu glissant, mais est-ce que l'immigration complexifie votre travail par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes? Parce que dans d'autres pays, la culture n'est pas égalitaire. Ça complexifie dans le sens où, au niveau du langage, des fois, c'est plus difficile. On a des femmes qui parlent le ourdou, par exemple, et on n'a aucune intervenante qui parle le ourdou. Ça, c'est plus difficile. Mais au niveau de la problématique, ça reste la même. Que ça soit une femme qui soit arabe, une femme qui soit asiatique ou québécoise, c'est toujours le même cycle qui est là. C'est toujours l'élément de contrôle qui se retrouve là. Donc, l'intervention va rester la même. Oui, c'est universel, en fait, la violence. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de sexe. Ouais. Est-ce qu'elle est de plus en plus jeune, cette violence-là? Je crois que les femmes partent de plus en plus rapidement. OK. Mais elle n'est pas nécessairement de plus en plus jeune. Il y a une problématique avec les femmes qui sont un peu plus âgées, d'où la culture du mariage qui est important, la famille qui est importante. Faut rester jusqu'à la fin. C'est plus difficile, donc on les voit peut-être un peu moins en maison d'hébergement. Les jeunes femmes, le divorce qui est plus accessible, c'est plus facile peut-être de quitter à ce moment-là. Souvent, il y a des femmes qui retournent dans leur milieu. Est-ce que ça peut être une solution ou souvent, si on a vécu violence un jour, violence toujours, est-ce que c'est ça un peu? Bien, en fait, ça peut arriver que les femmes qui ne sont pas certaines de leur choix, elles veulent retourner vérifier certaines choses. Donc, on va beaucoup travailler leur scénario de protection, les limites non négociables qu'on appelle. Donc, ce qu'elles n'accepteront pas,
durant le retour, puis qui vont peut-être faire en sorte qu'ils vont repartir de la relation. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent des femmes. Tu sais, j'ai vécu ça toute ma vie, pourquoi je vais toujours avec ces hommes-là? Moi, je leur réponds souvent que c'est une question de chance. C'est que tu es tombé sur un homme qui était violent. Toi, tu n'as aucune part de responsabilité là-dedans. Les femmes qui... Se sentent victimes. Et Exactement. à la fois, elles prennent le poids de ça aussi. Oui, parce que c'est le conjoint aussi qui fait ça. Il va répéter que c'est de la faute de la victime, dans le fond. C'est tout un sujet, hein, C'est assez complexe, tout à fait. J'invite quand même les gens à faire leur recherche, hein, SOS violence conjugale. Il y a plein de statistiques, plein de questions là-dessus. Et sinon, la Maison Lester, c'est maisonlester.com. Et sinon, est-ce qu'on... Je donne le numéro de téléphone? Oui, tout à fait. 450-963-6161. C'est tellement facile. Ben oui. 963-6161 pour le 450. Je veux vous dire un grand merci pour toutes ces femmes qui trouvent un refuge chez vous, puis des solutions surtout. Bien, merci de nous avoir invités. Merci, Émilie. Merci, Stéphanie. Elles sont au nombre de 8 sur le territoire de Laval. De quoi je parle? De popotes roulantes. Après avoir fait connaissance la semaine dernière avec celle de Saint-Ferdinand, cette semaine, c'est au tour de celle de Sainte-Rose et nous avons la présidente de celle-ci, Liette Massé. Bonjour, Liette. Vous allez bien? Bonjour. Ça me fait un grand plaisir d'être invitée. Ça me fait plaisir, moi aussi. Parlez-moi donc de votre popote roulante, la popote roulante Sainte-Rose. La belle popote. Oui. Elle existe depuis quand? Elle existe depuis 40 ans. Ah, quand même! Et moi, je gère depuis 21 ans. Et derrière cette popote-là, d'abord, vous êtes la présidente. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles? J'imagine que oui. Moi, j'ai au-dessus de 60 bénévoles. Quand même. S'il n'y aurait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de popote. C'est ce qu'on dit dans beaucoup d'organismes communautaires, et la popote ne fait pas exception à la règle. C'est quoi la réputation de votre popote roulante, au juste? C'est excellent. Les gens trouvent que la popote roulante, elle est la meilleure. Nos bénévoles, ils a livré des repas et en même temps sont à l'écoute, sont psychologues et souvent on trouve la clientèle, il y en a ils ont fait une perte de connaissance. Il y en a Parce que c'est un lien important. Là. C'est souvent la seule visite que ces gens-là vont avoir pendant la semaine, c'est la popote roulante. C'est la popote roulante, effectivement. C'est combien de repas par semaine que vous servez dans votre région? Disons entre 150 et 175 de notre popote. Puis aussi, c'est important pour moi de dire que nous, la popote de Sainte-Rose, c'est une popote artisanale. Le mot artisanal veut dire qu'on n'est pas subventionné. OK. On est dans un sous-sol de l'église. Et Tout se cuisine là. Hein? Toute ce cuisine-là et tous les gens qui sont présents, cuisinent, sont aucun salaire. OK. Donc, tout le monde fait ça gratuitement pour la cause, pour la popote, pour aider les gens. Comment est-ce qu'on fait pour avoir... faites-moi le chemin entre le moment où on commence à préparer un repas puis on le livre à un bénéficiaire ou un client, parce que c'est quand même des gens qui payent ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Donc, les aliments, on les achète où? Oui, c'est une très bonne question. Les aliments, ça, on a un magasinier, puis on a une personne qui s'occupe des fruits. OK. Donc, on y va avec, j'imagine, les saisons, selon les prix. On essaie d'économiser un peu. Les saisons, les prix, bien souvent, c'est sûr que, comme là, présentement, on va y aller plus avec peut-être le congelé. Oui. Des légumes racines qui sont en saison en ce moment. Parce exactement. Que sinon, bon, justement, donc là, on cuisine ces repas-là. On les met sous vide? On fait ça comment? On les met dans des petites barquettes en métal? Comment ça fonctionne? Oui. Nous, le matin, premièrement, on ouvre vers 5h moins quart, 4h30. Il y a des bénévoles qui arrivent vers les 5h30, 6h. Moi, j'aime arriver tôt parce que je prépare les muffins, le café pour mes bénévoles. OK. Parce que mes bénévoles, pour moi, c'est précieux. Bien sûr. C'est la base même de votre popote. Alors là, les repas sont préparés. Entre le moment où il est préparé et le moment où il est livré, est-ce qu'il y a un grand écart de temps entre les deux? Est-ce que c'est un repas qu'on doit réchauffer une fois rendu à la maison? C'est-à-dire que, oui, nous, il faut qu'il les réchauffe parce qu'on va livrer vers les 9h30, 10h, on commence la livraison. Parce que les gens me disent,
Liette, il faut qu'il soit livré avant parce que nous, on a des rendez-vous. C'est ça. Mais dites-moi, vous dites là-dedans que les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger avant de l'avoir à la maison. Non, ils ne savent pas. OK. Donc, c'est une surprise à chaque fois? C'est surprise. Est-ce que du ça chef. peut être des fois de mauvaises surprises? Est-ce qu'on peut se retrouver avec des aliments qu'on n'aime pas? Ça peut arriver, ça? Non? Peut-être, mais pour moi, ça l'arrive. Ça l'arrive pas parce qu'on a un dossier. OK. On suit le Donc, vous dossier. savez un peu les goûts Oui. des gens. Il y en- L'autre affaire que vous dites, c'est que vous ne faites pas de repas pour des diètes particulières. Alors, c'est un repas... Excusez-moi, oui. Ah, vous le faites? Oui. Ben, c'est pas ça que j'avais dans ma documentation, voyez-vous. Ah, oui, on le fait. Donc, quelqu'un qui doit faire attention au gras, au sucre... Oui, pas de sel, pas de C'est sucre. ça. Oh, Donc oui. là, vous adaptez vos recettes. Ça a toujours existé. Bon, bien, écoute, il faudra le dire à votre site Internet, peut-être. Il là. faut le dire parce que même il y a des gens qui prennent un surplus. Il y en a qui appellent plat cuisiné, OK. mais moi, je leur donne un repas différemment parce qu'il y en a qui n'en prennent 3 ou 4. OK. La clientèle, ce sont des gens en perte cognitive, surtout? Oui, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie. C'est des gens qui, parfois, ils ont tombé seuls. Puis, ils veulent avoir aussi de la visite. Bien sûr. Puis aussi bien manger, parce que quelquefois, c'est une tâche, hein, de s'alimenter. Puis, je peux me permettre de dire que à la popote roulante de Sainte-Rose, le choix il est très équilibré. Bon, ben voilà. On ne peut pas appeler la popote directement. On fait affaire avec les gens du C3S, j'imagine. Exactement. On dit qu'on a besoin de cette ressource-là. Est-ce que nous, on peut vous aider, Liette, nous du public, nous de Laval? Pour avoir, c'est-à-dire sélectionné pour les gens... En tant que bénévolat, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, Moi, la porte est toujours ouverte. toujours ouverte. Moi, là, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir des gens qui veulent venir nous aider. OK. Puis faire même des dons, peut-être, comme étant donné que vous l'avez dit que vous êtes privé. Alors, il n'y a pas que la popote roulante. Bon, on a parlé de la popote roulante Sainte-Rose, mais il y a aussi, elle livre les mardis et jeudis, puis il y a aussi votre soupe, la soupière qu'on appelle, qui est dans le sous-sol de l'église Sainte-Rose, qui, elle, fonctionne les lundis, mercredis et vendredis. Exactement. Ça a été fondé avec moi et une équipe. Et également Monsieur le curé. Tu sais, je veux dire un gros merci Bien sûr. aussi à Monsieur le curé parce que le sous-sol, Bien sûr, c'est nous, important. ça nous permet de gâter plus notre clientèle. Les repas, on va de quel prix à quel prix, ceux qui sont livrés à la maison? On parle de la soupière. Oui, Les- non, pas la soupière, les repas à la maison. La popote. les repas de la popote, Oui. c'est 5,50. Puis la soupière? La soupière, c'est gratuit, sur place, ils viennent manger. Puis ma paye, c'est que, disons que 25 à 30 les gens s'en sortent puis allent au marché du travail. Ah oui, c'est merveilleux. Vous avez tout un taux de réussite. Merci, Liette Massé, non seulement vous, mais tous vos bénévoles de la popote Sainte-Rose. Bien, gros merci. C'est un honneur pour moi, M. Plaisir. Éric. Merci. Nous avons le plaisir de retrouver Marilyn Laroche pour faire le tour des spectacles à venir à la salle André Mathieu. Bonjour Marilyn. Bonjour, Amélie. Il y a plusieurs artistes dans la liste là, que je connais pas du tout. Alors, dans le fond, tu vas me les faire découvrir. Oui, exactement. En fait, dans le fond, la salle André Mathieu a décidé d'ouvrir un peu là, la programmation pour des artistes internationaux que normalement s'arrêterait à Montréal, mais là qu'on a la chance là, de retrouver à Laval. Commençons par Julia Holter, qui est là le 5 mars à la Maison des Arts de Laval. C'est une jeune Californienne de 31 ans. Donc, 4e album en 4 ans. Elle n'a pas chômé quand même. Tu disais qu'elle était quand même connue là-bas. Oui, il l'appelle un peu l'ovni de la scène de Los Angeles. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est très spécial à découvrir. Elle est compositrice, elle est interprète, narratrice, chanteuse, mais elle va vraiment écrire des poèmes et elle va les transposer, dans le fond, en chansons. Fait que ça donne un univers là, très intéressant. C'est un peu plus parlé. Parler, chanter, mais vraiment, c'est vraiment ces poèmes là, qu'elle transcrit là, et avec la musique. Là. Ça doit être intéressant à découvrir, Oui, ça. tout à fait. Tom Green, Oui, le Tom 7 Green. mars. Oui, 7 mars à la salle André Mathieu, qu'on connaît comme humoriste, mais il est acteur aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il est sorti avec l'actrice Drew Barrymore.
Ah oui, je savais Oui. même pas. Donc, c'est quand même un artiste très connu. C'est un Canadien, mais qui est vraiment connu aux États-Unis. Qui porte plusieurs chapeaux aussi. Oui, là, auteur, exactement. producteur, réalisateur, rappeur, Oui. acteur, tout. Oui, vraiment. C'est une personnalité la plus drôle. Il a été nommé personnalité la plus drôle de MTV. Fait qu'on le connaît vraiment beaucoup. Fait qu'il s'arrête aussi à la salle André-Mathieu, spectacle en anglais, bien sûr. Et là, on a ajouté une première partie de Mike Ward. Donc, on connaît bien Mike Ward en français, mais là, il va faire une première partie en anglais. Donc, c'est un peu à découvrir aussi, là, si vous Qui le est connaissez très bon pas. en Oui, il est anglais, Mike vraiment Ward. bon en anglais. On le connaît beaucoup, mais dans le fond, c'est sa langue maternelle. Mais donc, vraiment, là, c'est un show anglophone là, seulement. Une première partie aussi intéressante que la partie Oui, principale. exactement. Oui, Donc, c'est exactement. vraiment Nous, au le Québec, fun. on connaît beaucoup Mike Ward, mais là, Oui, le mélange c'est des ça. deux peut être très intéressant. Exactement. Ensuite, on tombe au 12 mars avec Kevin Bazinet. Oui, en fait, dans le fond, c'est une fin de semaine de La Voix, là, La Voix qu'on connaît bien. 12 mars et 13 mars. 12 mars, Kevin Bazinet, qui a été le grand gagnant de La Voix 3. Donc, un spectacle à son image. Il va avoir vraiment des chansons beaucoup plus intimes, acoustiques, qui va être lui seul avec la guitare, avec le public, en anglais et en français aussi. Mais il y a vraiment un full band en arrière de lui là, pour vraiment rendre son album le plus possible. Là. Donc, c'est ses compositions à lui. Oui, exactement. Ok. Avec aussi, bon, Marc Dupré, qui en a fait aussi quelques-unes là, sur son album. Qui a sorti un album en un temps record. Oui, en un temps record, parce que là, la voix trop, la Ben voix oui, 4 c'est commence ça. ici, Il faut, là. faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Exactement. Ensuite, Ariane Moffat, Oui, Ariane. on reste dans la voix. On reste dans la voix, donc c'est le lendemain, c'est le 13 mars, le dimanche 13 mars. Ariane, qui est encore coach, qui est de retour coach à la voix, donc qui vient nous présenter son album 22h22. Elle a été nommée interprète féminine l'année passée, dans le fond, au Gala de la Disque. Son album aussi, Pop, a gagné, dans le fond, l'album Pop au Gala de la Disque, excuse-moi. Fait que c'est un univers, là, dans le fond, qu'on se promène dans l'indie, dans le pop, dans l'électro, là, vraiment fidèle à Ariane Moffat. J'adore la chanson Miami. Oui, vraiment. J'ai acheté l'album et puis C'est j'écoute vraiment- cette chanson-là. Oui, c'est sur repeat vraiment tout un le bel temps. album. Vraiment. Et pour terminer, le Ciné-Club. Oui, Ciné-Club. Des fois, bon, on se demande quoi faire un lundi soir à 19h30, mais le Ciné-Club, c'est précis. Le Ciné-Club de Laval, dans le fond, c'est vraiment comme une programmation avec des projections un peu éclectiques, des films d'auteurs, donc de Québec, de l'Irlande, un peu de tout, là, mais c'est vraiment intéressant. Excellent. Donc, Saint-André-Mathieu, pardon. Et pour les billets, on peut appeler au 450-667-2040. Exactement. Ou se présenter directement au 475 boulevard de l'Avenir. Et voilà. Ou en ligne, c'est andrémathieu.com. Exactement, j'ai plus rien à dire. C'est ça. Merci, Marilyn. Merci. Avez-vous déjà entendu l'expression « les guerriers de la danse » ? Bien, c'est l'image qu'on associe à l'activité que je vais vous parler aujourd'hui, la capoeira. La capoeira provient d'esclaves d'Afrique qui ont été déportés au Brésil. C'était leur manière de se défendre face aux colons. Comme vous allez le constater tout à l'heure, la capoeira utilise beaucoup des mouvements avec les jambes parce qu'à l'époque, les esclaves avaient les mains enchaînées. C'est devenu avec le temps un art martial afro-brésilien qui se démarque par son style plus dansant au rythme d'une musique percussive. C'est accessible pour tout le monde de 5 ans à 100 ans. Alors, je suis présentement en compagnie de Milly Deslongchamps, professeure et propriétaire de l'École d'arts martiaux brésiliens de Laval. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de la capoeira. Comment se déroule un cours de capoeira? Bien, en fait, on commence par se réchauffer. Hein? C'est une activité physique, donc on se réchauffe, on étire un petit peu le corps. Et ensuite, on passe à la technique. Donc, on évalue, dépendamment si c'est un groupe débutant ou quoi, bien, on s'adapte, on fait les mouvements de base toujours. Et puis, on évalue, on fait les coups de pied, les esquives, tout ça. Puis ensuite, bien, on va dans le jeu de capoeira. Donc, on se met 2 par 2, on fait des exercices guidés ou des exercices, comme on peut dire, improvisés. Donc, le jeu de capoeira s'améliore. Puis souvent, on finit par une roda. Donc, c'est là, le rond, on se rassemble, on joue notre musique. Et puis, 2 par 2, les capoeiristes vont jouer ensemble. Donc, une roda, c'est quand le monde sont en cercle, puis ils font les combats en cercle ou non, c'est juste de l'amusement? Non, bien en fait, on se combat pas nécessairement en capoeira. On va jouer la capoeira ensemble. Donc, peu importe comment c'est interprété, nous, en tout cas, c'est sûr qu'on joue ensemble. On s'amuse tout le temps en capoeira. Il n'y a pas nécessairement de combat là, comme tel. Sauf que oui, c'est là le cercle, la roda, 2 par 2, qu'on va jouer la capoeira ensemble.
Dans la capoeira, quel est l'esprit que l'attaquant doit avoir quand vous faites comme les jogos qu'on appelle? Au jogo de capoeira, le jeu de capoeira, en fait, c'est sûr, comme je disais, il n'y a pas nécessairement de combat. Donc, c'est sûr que l'attaquant, il n'y aura pas cet esprit-là de vouloir vraiment attaquer et frapper la personne. On esquive les coups de pied, donc on évite beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment de contact au départ. C'est sûr que plus on avance dans les cordes, plus les niveaux, c'est sûr qu'on veut essayer d'aller attraper l'autre. On veut essayer d'aller lui dire « Ah, je t'aurais eu maintenant. Ah, là, je t'aurais eu. » Donc, c'est plus un jeu. C'est pour ça qu'on peut devenir un peu malicieux puis se faire des petites jambettes, mais c'est rien de attaquant. C'est ça, j'avais lu sur des sites qu'on usait un peu de l'humour et de la malice. Exactement. Quand on vous regarde dans la capoeira, vous êtes souvent proche du sol. Ça sollicite beaucoup les jambes. Est-ce que tu dirais que c'est un cours qui travaille l'endurance musculaire? Oui, la capoeira travaille autant cardio que endurance, résistance musculaire. Il y a 2 styles de capoeira que nous, on enseigne et puis qu'on joue. La régionale qui est très en haut, très rapide, et la benguel qui est plus au sol. Donc, peut-être les vidéos que tu as vues qu'on est plus au sol, c'est la benguel qui est un peu plus lente. Donc, oui, ça va venir travailler, évidemment, les muscles. Ça travaille tout le corps, même l'esprit. Est-ce que c'est accessible pour les personnes âgées aussi ou c'est à proscrire? Bien, en fait, non. C'est sûr que je pense que c'est à proscrire si jamais il y a un problème de santé, comme n'importe qui, pas besoin d'être âgé. Mais non, c'est ouvert à tous. Puis justement, la benguel plus lent, souvent les capoeiristes les plus vieux vont se diriger plus vers ce style-là pour relaxer. Tant mieux, fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est intéressant de voir de la musique dans un cours d'art martial. Qu'est-ce que la musique apporte à la capoeira? Bien, c'est sûr que ça nous différencie beaucoup des autres arts martiaux. Lorsque les esclaves ont développé la capoeira, ils ont justement voulu camoufler tout ça sous forme de danse pour pas que les planteurs se rendent compte. Donc, c'est sûr qu'on a gardé cette tradition-là d'avoir la musique et ça nous donne l'énergie, ça nous rappelle justement comment ça a été créé. Puis je pense aussi ça vient comme dans n'importe quoi, la musique amène une émotion, amène les sentiments. Puis nous en tout cas, c'est sûr que quand tu vas utiliser la capoeira pour de l'autodéfense, c'est sûr que tu sortiras pas tes instruments pour te défendre. Par contre, c'est là l'esprit du jeu. Là. Donc, ça reste un art martial, c'est des mouvements de combat, mais on le transforme, puis c'est ce qui fait la beauté de la capoeira. Bien, ça me donne le goût d'essayer. Peux-tu me montrer quelques petites techniques? On va commencer avec la ginga. La ginga qui est le mouvement de base de capoeira. Puis je vais te faire un coup de pied puis une esquive. OK. Donc, allons-y avec la ginga. On voit vraiment qu'on travaille les quadriceps et les abdos. Exactement. Ça travaille vraiment tout le corps. Puis là, en plus, on n'a pas fait d'acrobatie. Fait que c'est sûr que les bras sont très sollicités aussi. Puis, finalement, est-ce que comme les jeux qu'on vient de faire un peu, c'est toujours face à face? Oui, c'est toujours face à face. C'est sûr que le jeu de capoeira va vraiment être... plus on va bouger, plus ça va tourner. Donc, c'est sûr que des fois, tu peux te retrouver dans le dos de la personne, sauf que c'est sûr, en une fraction de seconde, il va se retourner face à toi pour te voir, parce que c'est l'adversaire. Puis, est-ce que c'est toujours un contre l'autre ou des fois, il peut être 4 en même temps qui s'affrontent? C'est généralement 1 à 1. On voit certaines graduations quand on passe les cordes. Pour s'amuser un petit peu, des fois, on va être 2 sur 1 pour expérimenter, mais sinon, c'est sûr que c'est 2 à 2. Puis, les cordes, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est comme dans les autres arts martiaux, les ceintures? Oui, exactement. Donc, ça représente, comme en karaté, par exemple, ils ont des ceintures. Nous, c'est des cordes de capoeira, on les appelle comme ça. Puis, ça part d'en haut de la débutante jusqu'à la corde de maître de capoeira.
Exact. Bien, merci beaucoup, c'était vraiment plaisant. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être venus. Le plus beau sourire. Imagine qu'à Noël, il t'a reçu le meilleur cadeau de Noël. Finalement, un capoeiriste, par sa pratique, va développer un côté athlétique, va mobiliser sa concentration, va éveiller le musicien et le danseur qui sommeille en lui et peut-être même attiser son comédien caché. Ça vous interpelle? Si oui, choisissez la capoeira. Les écoles de karaté de notre prochaine invitée ne font pas que montrer cette discipline sportive. Via sa fondation, elle enseigne aux jeunes comment être les héros de leur propre vie. Du groupe Karaté Sportif, son président, Marcelin Quentin. Bonjour, Marcelin, ça va bien? Bonjour, M. Rémy, ça va bien, merci, vous? Oui, très bien. Impressionné par votre fondation, mais on va y revenir, OK? Parlons d'abord du groupe sportif Karaté. Vous avez quoi? Plus de 29 écoles? 30 succursales. Oui, c'est ça. Parti dans la région métropolitaine jusqu'à Gatineau, en Outaouais. Dont le siège social est ici à Laval. Donc, Oui, c'est parti d'ici? Oui, en 92, mon frère, M. Martin Quentin, qui fait partie du membre du comité des grades, comité fondateur. Donc, oui, à Champfleury, Sainte-Rose-Laval. OK. Comment se fait-il que cette école de karaté-là est devenue, avec autant de succursales? D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est des succursales ou des franchises. C'est des franchises. OK. Donc, on exploite toute la bannière du groupe Karaté Sportif. Donc, en 92, lorsqu'on a débuté le programme, lorsqu'on a commencé à enseigner, tout simplement, à l'époque, on était étudiant à l'université en éducation physique. On voulait être des éducateurs physiques. Sauf qu'on enseignait notre passion, les arts martiaux, et de fil en aiguille, ça a fait en sorte qu'on a touché à différentes clientèles. Hein. On enseigne aux ninjas dès l'âge de 3 ans jusqu'aux personnes âgées. Et c'est la beauté d'enseigner sa passion et de faire un programme qui est adapté à la clientèle. Et c'est ça la distinction. Bon, justement, parce que comment faites-vous pour vous distinguer des autres écoles de karaté? Il y en a partout. La vôtre, elle fait quoi de différent? On s'est concentré sur un programme de rétention, donc de prendre un enfant ou un adulte et de le cheminer jusqu'à la prestigieuse ceinture noire. Il fallait donc fractionner les apprentissages, bien entendu avec des couleurs de ceinture, mais avec des programmes. Donc, apprenti, ça c'est le niveau débutant, évolution c'est le niveau intermédiaire, club ceinture noire c'est le niveau avancé, jusqu'au club des maîtres qui est la ceinture noire. Et on y a combiné à ça un programme de développement de la personne. Et c'est ça la plus-value du programme du groupe Karaté Sportif. Celui qu'on retrouve aussi dans la Fondation. Effectivement. Okay. Donc, on a, à la découverte de mes pouvoirs, on a créé des tableaux de développement. Donc, c'est ce qui nous permet d'apporter le karaté sportif à la maison. Notre logo, c'est un triangle. Karaté, école, maison, 3 endroits où l'enfant passe le plus près de son temps. Et on va avoir un impact positif dans son développement. Pourquoi la distinction de karaté sportif? Il me semble que le karaté, c'est sportif. Bien, justement, on voulait se distinguer d'une vision qui est beaucoup plus traditionnelle, la vision sportive, donc de saines habitudes de vie. Je deviens une meilleure personne lorsque je pratique une activité sportive sur une base régulière, esprit sain dans un corps sain. Avec une attitude, un développement du comportement. Donc, au niveau des règles de concentration, on a créé des règles de concentration, des formules à succès. Alors, si on dit effort plus pratique égale succès. Vraiment, c'est la dynamique d'une classe qui change. C'est un encadrement? Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est que l'athlète, l'élève, est partie intégrante du cours. Ça veut dire qu'on lui pose des questions, il y répond dans le feu de l'action, c'est du tac au tac, donc des règles de fonctionnement entre assis, debout, avec confiance, et on fait du contrôle de la colère. Donc, c'est vraiment une complicité qui se développe entre l'instructeur et l'élève. Ça doit être très bon pour les élèves qui ont des problèmes d'attention, en tout cas des déficits d'attention, que de faire cette discipline sportive-là. Votre question, elle est très pertinente, parce que lorsqu'on demande à des professionnels de la santé qu'est-ce que mon enfant devrait faire s'il y a des difficultés d'apprentissage, s'il y a un trouble d'envahissement du développement, bon, bref, peu importe, bien, et on va lui recommander de faire des arts martiaux. Alors, parce que les arts martiaux, c'est reconnu, on développe donc les saines habitudes de vie, la concentration, le contrôle de soi, bien entendu. Mais nous, on dit, mais on le fait comment? Mais on le fait comment? Pour ça prend un suivi. Et nos tableaux de développement viennent donner un levier aux parents pour justement faire un suivi auprès de leur enfant. Est-ce qu'il y a 2 notes? Est-ce qu'il y a la note de la discipline sportive et de la discipline de l'élève à ce moment-là? Oui, bien, mais c'est
ça fait partie, c'est partie intégrante. On a ce qu'on appelle des mots de la semaine. Exemple, parce que vous parlez de discipline. Mais c'est quoi la discipline pour un enfant qui a 8 ans ou 9 ans? Alors, on va lui expliquer la discipline personnelle. D'autant plus que maintenant, c'est difficile de leur montrer la discipline. Oui, et on travaille en collaboration avec le parent, parce que le parent, on ne sait pas comment éduquer ou élever nos enfants. Et notre programme a été fait avec une psychologue, où nous communiquons de développement. Exemple, mon enfant, sur quoi je dois valoriser ses efforts, mais c'est sur sa persévérance. Alors, on va faire du coaching aussi avec le parent pour cheminer l'enfant jusqu'à la ceinture noire, parce que c'est un travail d'équipe. Puis, c'est pas nécessairement le karaté d'autodéfense qu'on montre aux enfants, bien que ça peut servir en tant qu'autodéfense, mais c'est surtout un mode de vie, je pense, non? C'est un mode de vie. Effectivement, il y a le côté autodéfense, où on fait des règles de sécurité pour prévenir les agressions. Comment prendre position, donc on fait le contrôle de l'intimidation. Arrête, laisse-moi tranquille, je vais le dire. Parce que l'enfant est amené à prendre position. Parce que se défendre, c'est pas seulement avec des coups de poing. Non, c'est ça. C'est bien entendu. Ça peut aussi être verbalement, puis avec une attitude physique. Ça vous fait combien d'élèves dans toutes ces écoles-là? Tout près de 12 000. Quand même. On est présent dans 80 écoles primaires, donc on offre un programme parascolaire sur une base régulière. Autant de gars que de filles? Oui, effectivement. Même affaire? C'est intéressant votre question, parce qu'il y a 20 ans, c'était peut-être plus des garçons, mais actuellement, en 2016, là, c'est pratiquement 50-50. Et ce que j'ai vu, ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut aussi être une activité familiale. Le père peut être avec son fils, la mère peut être avec sa fille, ou inversement. Là, on peut tout changer ça. Là. On dit, faites équipe avec votre enfant. C'est ça, exactement. Parce que dans un milieu positif où on a des règles de fonctionnement, et là, le parent développe une complicité avec son enfant. Alors que c'est rare les activités qu'on peut faire sur une base régulière avec ses enfants. Bon, on va défoncer excusez-moi, monsieur le réalisateur, de moins de minutes, juste pour parler de la fondation, puis de comment devenir le héros de votre propre vie. Je trouve que c'est la base même de votre école ou de vos écoles. On a créé un programme qui s'appelle « Je suis le héros de ma vie ». On présente ce programme-là dans les écoles, à la découverte de mes pouvoirs, par le contrôle, la confiance, la concentration. On a le lunetier qui s'est associé à notre fondation. Je connais bien, Gaston. Ben, Gaston Frenette, très généreux de sa personne, très sympathique. Oui. Alors, on a créé un guide pédagogique qui est présenté dans les écoles. Que je vais montrer ici, là. À la découverte de mes pouvoirs, donc, concentrer les yeux, concentrer l'esprit, concentrer le corps, où on amène les enfants à cheminer à travers ça. Et c'est des enfants de quel âge à quel âge? Préscolaire, donc maternelle jusqu'à 6e année. Et les écoles qui en font leur demande, nous, on arrive, on présente le cahier pédagogique et je peux vous dire que c'est incroyable parce qu'on a entre 100 et 150 enfants dans l'atelier qui participent en même temps, donc en simultané. Et là, ils passent à travers une gamme d'émotions et c'est Quelle belle proposition que de montrer aux jeunes comment être les héros de leur propre vie. Oui. Vraiment, félicitations, Marcelin. Alors, groupe karaté sportif, le siège social est ici à Laval, mais comme vous l'avez entendu, il y a 30 succursales ou franchises à travers le Québec. Rue Yvon Berger à Laval, 450-625-4920, 625-4920 dans le 450. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de mentionner, Marcelin? C'est complet, je peux vous dire. C'est complet? On a fait le tour? Oh, il y a tellement de belles choses. Allez voir le site Internet, parce qu'on parle de la formation des instructeurs, devenir des leaders. Les enfants sont les acteurs du changement, donc on doit les impliquer. Groupe karatésportif.com? Juste karatésportif.com. On a des vidéos, alors c'est facile de nous trouver. Je sais, je les ai vus, ils sont très bien. Merci, Marcelin. Merci beaucoup, Au plaisir d'une prochaine. Plaisir. Le film de Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon, est maintenant disponible en location sur Lico ou sur VHS. Ou sur Beta pour ceux qui sont plus old school comme moi. Tout à fait, sur Beta également. Et ça depuis le 12 janvier. Bonjour Nicolas. Salut. Alors, on continue notre exploration des films qui sont en nomination aux Oscars. Oui, tout à fait. Et cette semaine, c'est le film Seul sur Mars, un film de science-fiction. Et quand le film est sorti cet automne, bon, tu sais, j'hésitais toujours à en parler dans la chronique. Là, je me disais tout le temps, non, ça pourra pas être pour une deuxième fin de semaine d'affilée au numéro 1. Tu sais, non, pas ce genre de film-là. Le film a été pendant 4 semaines au numéro 1 au box-office, puis personne ne s'attendait à ça. Les analystes du box-office pensaient que le film allait arriver peut-être à 150-200 millions au box-office en tout. Et finalement, le film arrive à 598 millions au box-office international. Crois-tu que ce serait à cause de la performance de Matt Damon, peut-être, entre autres? Ou... Il y a ça, il y a le fait aussi qu'il n'y avait pas grand-chose pour lui faire compétition. Le bon timing. C'est ça, le timing était bon. Je ne sais pas que les films étaient mauvais, mais il était un peu seul dans sa catégorie. S'il y aurait eu comme 2 films de science-fiction à peu près du même genre, ça aurait séparé le public. Mais pour cette fois-ci, le timing était parfait avec 108 millions de budget seulement. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas tant que ça comparé à d'autres types de films. Et Seul sur Mars,
C'est tellement simple comme histoire. C'est des astronautes qui sont sur Mars, il y a une tempête, ils décident de partir vite. Oups, il y en a un qui se fait ramasser par des débris. On présume qu'il est mort, il retourne sur la Terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben non, celui qu'on croyait mort ne l'est pas. Il se retrouve seul sur Mars. Et c'est Matt Damon qui interprète le rôle principal. Et c'est vraiment un film excellent. Et surtout, bon, à 141 minutes, c'est très long. Donc, il est seul sur Mars. Qu'est-ce qu'il peut faire pendant autant de temps? C'est sûr qu'on voit une partie sur la Terre avec... il réussit à un moment donné à communiquer avec les gens pour dire hey, « Salut, je suis encore là ». Et là, on tente par tous les moyens de le ramener, mais il y a une grande partie du film où il est vraiment seul et il essaie de survivre. Il n'y a plus rien à manger. Il faut vraiment qu'il fasse tout seul. Et entre autres, il se nourrit pendant je ne sais pas trop combien de mois avec 2 patates par jour seulement. Ouf! Et je crois qu'il a refusé, ou je ne sais pas si c'est Ridley Scott qui a refusé qu'il perde du poids. Oui, pour tout que à ça soit fait. plus réaliste. Oui, parce que Matt Damon voulait perdre du poids. Il était prêt à perdre du poids. Il y a tellement d'acteurs qui sont prêts à perdre du poids pour des rôles. Et là, Ridley Scott a dit non, regarde, pas besoin. On va juste tout faire par ordinateur. C'est correct. Tu n'as pas besoin de te torturer pour ça. Et bien, un petit peu de maquillage. Bon, il y a une technique de maquillage pour amincir. Mais aussi, il y a un moment où on voit vraiment son corps. On voit qu'il est très, très, très maigre. Bien là, c'est carrément c'est sa vraie tête à Matt Damon, mais c'est un autre corps. Ils ont changé ça par ordinateur. Un peu comme ils ont fait dans Benjamin Button avec Brad Pitt pour le rajeunir. Ben oui. Puis ils ont fait ça aussi dans Captain America avec Chris Evans. Dans le premier film, on voit qu'il est tout petit, tout mince, là, puis tu sais. Enfin, un réalisateur qui n'est pas complètement cinglé, qui ne va pas compromettre la santé de ses acteurs. Oui, mais quand même, un petit fait drôle, c'est qu'au tout début du film, tout le monde est dans leur costume d'astronaute, puis à la fin aussi. Mais pour ces scènes-là, vu que le costume était quand même assez lourd, puis les gens étaient vraiment isolés là-dedans, il y avait des micros. Chaque acteur avait un micro pour entendre ce que l'autre disait. Mais même après, entre chaque prise, les acteurs avaient encore le micro. Donc, quand il y en a un qui allait aux toilettes, puis c'est Kate Mara, une des actrices du film, qui l'a dit justement, tu sais, là, on attend de recommencer, puis là, on attend quelqu'un aux toilettes. Ah ben là, tu sais, parce que personne ne pouvait comme fermer leur micro. Et c'est fait de façon tellement, je veux dire, réaliste, ce film-là, parce qu'ils ont pris toute la logique de ce que ça comprendrait vivre sur Mars, et seul aussi, avec 2 patates par jour, en considération, parce que celui qui a écrit ça, et ça, c'est intéressant, il s'appelle Andy Weir, c'est son premier roman, et à la base, lui, il avait un blog, et il a commencé à écrire une histoire. Il en mettait un petit... il rajoutait quelques pages, je sais pas, tous les semaines, et il voulait que ce soit très réaliste, et là, il demandait carrément à ses lecteurs, est-ce que ça, c'est réaliste? Est-ce que ça a du sens? C'est une bonne idée. Et là, à un moment donné, il donnait ça gratuitement, puis là, ses lecteurs lui disaient, tu peux faire de l'argent avec ça, pourquoi tu laisses ça gratuit? Et finalement, ça a été très populaire, et ce l'est encore aujourd'hui. Ça s'est transformé en roman, ça a très bien fonctionné. Et Ridley Scott, lui aussi, voulait un côté réaliste, mais tu sais, c'est un peu... mettons qu'ils ont des moyens différents pour arriver à quelque chose de réaliste. Un peu. Lui, l'écrivain a demandé à ses lecteurs, et Ridley Scott, il a été voir la NASA, carrément. Il a passé beaucoup de temps avec la NASA pour vraiment essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de réaliste par rapport à, être seul sur Mars. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que la NASA a offert ses services gratuitement. Pour ce genre de choses-là, la NASA est prête à aider les gens bénévolement, et ils ont passé beaucoup de temps sur ce film-là parce que ça a été très complexe, et même ça a été jusqu'à réinventer le costume d'astronaute, parce que un vrai costume d'astronaute, mettons, pour le genre de choses qu'il aurait besoin pour aller sur Mars, c'est un costume qui ressemble un petit peu à celui de Buzz Lightyear dans le film Toy Story. Donc là, Ridley Scott ne voulait pas avoir une espèce de costume qui ressemble à... Ça serait pas crédible. Ça n'aurait pas été crédible du tout. Et finalement, ils ont changé le costume, et le film, et moi, je trouve qu'il est excellent pour ce que c'est. C'est un, je connais pas le terme en français, un feel-good movie. On regarde ça, on sent bien dans notre cœur. Oui, mais même si le personnage que Matt Damon interprète passe à travers toutes sortes de catastrophes, c'est un très, très, très bon film. Et 7 nominations aux Oscars, dont meilleur acteur pour Matt Damon, qui a gagné un Oscar, je ne sais plus en quelle année, pour Good Will Hunting, mais c'était meilleur scénario. Mais c'est la première nomination pour meilleur acteur, alors on lui souhaite la meilleure des chances, parce que moi, je l'aime bien, Matt Damon. Oui, il est bon. Merci beaucoup, Nicolas.
Eh bien, on a fait le tour de cette émission pour cette semaine. Si vous voulez faire parler de votre association, de vos événements, de votre regroupement, voici les différentes façons pour contacter notre équipe. Tout d'abord par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio et bien sûr à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses, de même que notre équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Bon, t'es-tu là la semaine prochaine? Je serai pas là encore la semaine prochaine. Je m'ennuie de toi. Oui, bon, OK. On se retrouve dans 2 semaines, mais nous, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.